Allez, aujourd'hui on s'attaque à une philosophie tactique qui est en train de bousculer un peu les fondations du foot moderne. Le football relationniste. Oubliez les schémas rigides, les positions fixes, on va explorer un jeu qui est basé sur les connexions, sur l'instinct et sur un chaos, mais un chaos super bien organisé. On va commencer avec une question qui change un peu tout. Et si le football, au fond, ce n'était pas une histoire de position prédéfinie? Et si la clé, ce n'était pas d'occuper un espace, mais bien de créer une relation? C'est vraiment le point de départ de toute notre analyse. Alors, pour répondre à cette question, il faut entrer dans le vif du sujet. Explorons ensemble les fondements de cette idée qui va bien au-delà des positions traditionnelles. Bon, le football et relationnaliste, c'est quoi exactement? C'est une philosophie tactique où le système de jeu émerge directement des connexions entre les joueurs. Ce n'est pas un truc qui est dessiné à l'avance sur un tableau. En fait, l'organisation naît de l'interaction, pas d'une carte. Et là, la différence, elle est fondamentale. Le foot positionnel classique nous dit « occupe ta zone ». Le relationnisme, lui, nous dit « lis tes coéquipiers ». On passe d'une simple logique de géographie, si on veut, à une vraie logique de communication. Ok, c'est bien beau en théorie, mais sur le terrain, ça se traduit comment? Voyons un peu comment on fait pour entraîner cette fameuse connexion. Concrètement, les entraînements sont complètement dominés par des jeux en opposition, des petits matchs. Les coachs ne donnent plus de position, mais plutôt des principes. Par exemple, un truc du genre il faut toujours qu'il y ait une troisième option de passe. Du coup, la construction du jeu devient hyper imprévisible. Et même le pressing, comme le fameux gegenpressing, ce n'est plus une structure planifiée, mais un réflexe collectif qui se déclenche instinctivement dès que le ballon est perdu. Il y a cette citation qui résume l'idée à la perfection. La forme n'est pas prédessinée, elle émerge de la qualité des connexions. Le système n'est donc pas une structure fixe, c'est plutôt un organisme vivant qui s'adapte en temps réel. Allez, passons aux chiffres maintenant. Comment est-ce qu'on peut identifier ce style de jeu à travers les données? Quelle est sa signature analytique? Pour faire ça, on utilise une métrique clé, l'entropie du réseau. En gros, ça mesure si les passes sont réparties de manière uniforme dans toute l'équipe ou si elles se concentrent sur seulement quelques joueurs. Une entropie élevée, ça signifie un jeu très distribué, et ça, c'est une caractéristique typique du relationnalisme. Et regardez ce que ça donne concrètement. Sur la période de janvier à mars 2026, on voit des équipes comme Vérone qui ont une entropie très élevée. Mais, et c'est là que ça devient surprenant, Liverpool, une équipe qu'on associe souvent à ce style, affiche une entropie plutôt faible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le point qui est crucial, c'est celui-ci. Une faible entropie, ce n'est pas éliminatoire. Ça veut simplement dire que le relationnalisme de cette équipe, il s'exprime d'une autre façon. Il faut aller voir un peu plus loin que cette seule métrique. Pour Liverpool, la clé, c'est le RQS, le score de qualité de rotation. Et ils ont le score le plus élevé de tout l'échantillon, avec plus 0,071. Leur relationnalisme, en fait, on ne le voit pas dans la distribution des passes, mais bien dans la qualité de leur rotation coordonnée, qui sont entièrement gérées par les joueurs eux-mêmes. Tout ça, ça nous amène à la section suivante. Parce que le relationnisme, ce n'est pas un bloc monolithique. Il y a différentes façons de l'appliquer. On va découvrir ensemble 3 saveurs de ce chaos organisé. D'abord, on a Liverpool, le collectif instinctif. Chez eux, le gegenpressing, c'est vraiment l'expression ultime de cette philosophie. Les rotations sont relationnelles, pas juste spatiales. Et c'est ça qui explique leur score RQS si élevé. Ils ont aussi un taux d'adaptation très fort, ce qui leur permet de réagir hyper vite aux imprévus, justement grâce à cette communication permanente entre les joueurs. Ensuite, un cas d'école, l'Ajax de 2019. Eux, c'était le réseau de pair à pair, le peer-to-peer network. Cette équipe était l'exemple parfait d'une structure super horizontale, avec beaucoup de passes courtes et une forme qui émergeait vraiment du jeu. Il n'y avait aucun joueur qui dominait la construction. Leur entropie de réseau était donc très élevée, un modèle qu'on retrouve d'ailleurs aujourd'hui chez des équipes comme Vérone ou Nantes. Et enfin, notre troisième saveur, c'est celle du Real Madrid, la liberté structurée. Ici, l'approche est encore différente. Les joueurs ont une très grande liberté individuelle, mais au sein d'une structure qui reste, disons, hiérarchique, mais assez lâche. Ils se lisent dans l'instant, sur le moment, mais le cadre général qui est défini par l'entraîneur est quand même maintenu. C'est un mélange assez fascinant de structure et d'instinct. Bon, pour finir, comment est-ce qu'on cultive cet instinct? Comment un coach peut-il développer cette approche relationnaliste concrètement? On peut retenir 3 principes clés. Premièrement, on remplace les exercices de position par des jeux basés sur la prise de décision, genre des 3 contre 2, des 4 contre 3. Deuxièmement, on entraîne de manière explicite la communication entre les joueurs sur le terrain. C'est une vraie compétence. Et enfin, troisièmement, on garde les combinaisons sur coups de pied arrêtés très simples pour ne pas surcharger le cerveau des joueurs. Tout ça nous laisse avec une dernière question. Ce chaos structuré, qui est basé sur les connexions et l'intelligence collective, est-ce que c'est ça l'avenir du football? La réponse n'est pas encore écrite, évidemment, mais les pistes de réflexion sont vraiment fascinantes.